Alors, je vais peut-être commencer en disant que je n'ai pas la réponse à la question précédente. Et je ne suis même pas sûr d'avoir la réponse à la question à laquelle on m'a demandé d'essayer de répondre, que j'ai essayé de résumer par le titre, c'est-à-dire en gros, est-ce que les économistes ont quelque chose à dire sur le fait de comparer trois situations que sont le laisser-faire, la régénération naturelle ou pas, la restauration ou la création de nouveaux écosystèmes. Ah, merci. Donc j'ai compris que c'était la question que tu voulais que je traite, mais peut-être je l'ai déformée. Et comme de toute façon je ne suis pas vraiment arrivé à y répondre, peut-être on va s'y retrouver. Donc voilà, j'essaie de le faire en suivant ces points. Là c'est en haut à droite le menu. Et en dessous c'est une jolie image que j'ai trouvée, qui n'a rien à voir avec l'exposé, mais comme j'en ai pas d'autres. Alors, vous n'allez pas échapper, oui, ils sont chiants, mais l'économie, c'est pas visuel, je suis désolé. Vous n'allez pas échapper à quelque chose qu'on a sûrement déjà entendu de ma part à d'autres exposés. Ce que je fais toujours, j'ai toujours comme a priori, quand je viens parler devant un cénacle plutôt d'écologues ou autres, qu'ils ont des a priori un peu différents des miens sur ce que c'est que l'économie. Donc je le rappelle à chaque fois. Et donc l'économie, c'est quatre choses. C'est d'une part un domaine de l'activité humaine. Quand on dit c'est l'économie qui menace la nature, voilà, c'est de cette économie-là qu'il s'agit. Deuxièmement, c'est un art. Vous savez, il faut économiser quand on n'a pas assez de deniers pour finir le mois. Donc c'est l'art de la gestion parcimonieuse des ressources. Et d'autre part, c'est une discipline qui a une double dimension. Une dimension positive qui est d'essayer de comprendre les relations entre les hommes au sujet des choses, et d'autre part une discipline normative, comme peut l'être le droit ou d'autres disciplines, c'est-à-dire une science prescriptive qui prétend essayer d'éclairer comment les choses devraient être. Vous savez, la blague habituelle, c'est que quand un économiste fait un modèle qui n'est pas validé par la réalité, la solution, c'est de changer la réalité. J'ai pensé qu'on pouvait aussi revenir sur le mot nature qui paraît peut-être un peu désuet. Alors, si vous avez fait un peu d'histoire de la pensée, voilà, jusqu'au XVIIIe siècle, c'est on ne commande à la nature qu'en lui obéissant, enfin depuis la Renaissance jusqu'au XVIIIe. Après, la nature, ça devient le pourvoyeur de milieux naturels, de ressources naturelles au début du XXe siècle. Dans les années 60, ça devient l'environnement, donc une notion relationnelle qui commence à sous-entendre que la nature n'est pas totalement naturelle et la société n'est pas totalement artificielle ou éthique et que donc il y a des interférences entre les deux. Aujourd'hui, dans les normes éthiques, c'est quoi l'écosystème ou la biodiversité? Il y a une définition que j'aime bien, que j'ai entendue sous le nom de plusieurs collègues, au moins Virginie Maryse, mais sans doute d'autres, c'est la nature, c'est ce qui résiste à l'humain. C'est ce qu'on n'arrive pas totalement à maîtriser. Et ça va impacter mon exposé si j'arrive à le faire clairement. Et donc la question que j'ai pensé qu'il fallait que je traite, ou plutôt la question, pardon, que traite l'analyse économique de la nature, c'est d'analyser les relations entre les hommes au sujet des écosystèmes pour en améliorer l'efficacité. Et je ne me prononcerai pas sur ce que peut bien vouloir dire améliorer et efficacité à ce stade. Alors, quand on fait de l'analyse éco, en général, c'est pour faire de l'évaluation, et l'économie propose une notion particulière de valeur qui a des propriétés que j'ai mis là-haut, c'est-à-dire, d'abord, elle est instrumentale, elle n'est pas une fin en soi. La fin en soi, c'est le bien-être humain et social, et donc les valeurs économiques, c'est la valeur de ce en quoi les actions et les choses peuvent contribuer à ce bien-être. C'est anthropocentré. Donc beaucoup plus qu'anthropogénique, mais anthropocentré, c'est le bien-être des humains qui compte, et uniquement eux. C'est une approche conséquentialiste de la valeur, hein, c'est-à-dire c'est des trucs qu'on peut mesurer, surtout quand on est utilitariste ou welfariste. Et donc le contraire, si vous n'avez pas l'habitude, c'est la déontologie ou la vertu, c'est-à-dire d'autres critères de valeur qui ne sont pas liés aux conséquences des actions, mais au fait qu'on se comporte en accord avec des principes moraux. Donc là, on mesure la valeur aux conséquences dans le concret. Et puis les choses se gâtent puisque les économistes modernes, je veux dire depuis 100 ans, considèrent que ce qui est objectif, c'est la subjectivité des gens. En gros, si vous pensez que ça a de la valeur pour vous, ben ça a de la valeur, c'est ça mon seul critère. Alors vous imaginez le problème qu'on a quand on est face à des choses où on va s'appuyer sur ce que pensent des gens qui n'ont rien compris à la question qu'on leur posait. Et c'est quand même une limite importante dans toutes les procédures pratiques lorsqu'on essaie d'évaluer.
Et enfin, pour limiter le problème un tout petit peu, l'approche moderne économique de la valeur est marginaliste, c'est-à-dire elle ne prétend pas faire une mesure comme on fait avec des mètres ou des kilos, mais quand on mesure en euros, ce qu'on fait, en fait, on compare. L'euro ou le dollar ne sont pas des vraies unités de mesure, c'est des moyens de comparer des choses qui en fait sont dans une relation ordinale, c'est-à-dire ce qu'on fait, c'est une hiérarchie, on compare, et non pas une mesure. Alors, en pratique, comment on fait? Là, je vais passer très vite. Il y a plusieurs types de méthodes, toutes imparfaites, et qu'on choisit celle qu'on peut en fonction des infos auxquelles on a accès et des objectifs qu'on poursuit, parce que le résultat n'est pas tout à fait le même. Et donc, il faut arriver à capter ce que les gens veulent. Donc, soit ils le veulent tellement qu'on peut observer des comportements et des choix où il y a des échanges avec de la monnaie. Donc, il y en a plusieurs types, hein. J'en ai mis une liste, les coûts évités, les fonctions de production, les facteurs de revenus, le coût de la restauration, justement, ou du remplacement, que j'ai mis en dernier. Sinon, on essaie d'accéder directement aux préférences. Les préférences n'existent que dans votre tête, mais elles peuvent, et c'est l'hypothèse que fait l'économie depuis les années 30, se révéler dans vos choix et vos comportements. Et donc, si vous faites des kilomètres pour aller voir un endroit, c'est que visiblement vous y trouvez un intérêt. Si vous achetez un appartement 4 fois plus cher parce qu'il a une belle vue ou il est à côté d'un environnement de qualité, c'est sans doute que vous savez aussi ce que vous voulez. Et donc, la valeur de cet écosystème, la valeur de cet environnement est mesurée par le différentiel de valeur dans les biens qui ne peuvent pas bouger. Et enfin, quand on n'a rien à voir, eh bien, on organise des enquêtes par questionnaire et on fait ce qu'on appelle les évaluations contingentes ou des expériences de choix. Enfin, des choses qui sont compliquées, que je ne vais pas expliquer maintenant, mais qui doivent nous ramener à ce que j'ai mis à la première ligne, c'est pour accéder aux préférences, pour accéder à ce qu'on va appeler des consentements à payer, on est dans de l'individualisme méthodologique, c'est-à-dire le collectif n'existe que comme agrégation d'individus, ce qui peut être une limite. C'est là-dessus que j'essaierai de conclure. Alors, le cadre idéal dans lequel on compare les différentes options d'un choix, hein, entre laisser faire, restaurer ou créer d'autres écosystèmes plus loin, c'est un cadre général qui s'appelle l'analyse coût-avantage et que 80% des Français prononcent en anglais, analyse coût-bénéfice. Et qu'est-ce que c'est que l'analyse coût-avantage? Eh bien, pour chaque option de choix, on regarde qu'est-ce que ça coûte de la mettre en œuvre, quels avantages on en retire, on fait un bilan, et a priori, l'analyse coût-avantage préconise de recommander le meilleur bilan. Alors, le meilleur bilan, ça s'appelle la valeur actualisée nette. Pourquoi actualiser? C'est un mot technique. C'est une technique économique, je ne vais pas rentrer dans son contenu, mais qui permet de ramener au présent des flux financiers ou d'utilité qui arriveront n'importe quand dans l'avenir. Alors, s'il y a des questions dessus, j'y reviendrai, parce que c'est assez compliqué et délicat. Mais en tout cas, ce que je veux que vous reteniez, c'est qu'en théorie, on est censé prendre en compte la séquence des choses jusqu'à la fin des temps. Simplement, l'actualisation fait que si c'est proche de la fin des temps, ça ne pèse pas beaucoup. Enfin, surtout si la fin des temps est suffisamment éloignée. Je n'ai pas d'infos là-dessus. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, l'analyse coût-avantage a des rivaux. Il y a l'analyse coût-efficacité. Là, ça suppose qu'on sait ce qu'on veut et on se demande comment l'atteindre au moindre coût. Ou bien l'analyse multicritère, c'est-à-dire on a une pluralité de critères et on laisse les décideurs les agréger pour arriver à ce qu'ils veulent. J'insiste là-dessus, c'est-à-dire, j'ai vu des tas de fois des gens dire oui, mais le multicritère c'est plus riche. Oui, c'est plus riche, mais à la fin on fait le choix, on fait A ou on fait B. Ça c'est pas riche du tout, c'est A ou c'est B. Il y a C là, 3 possibilités. Donc vous avez la procédure de choix que vous voulez, mais à la fin vous choisissez. Si vous pensez qu'il n'y a pas à choisir, vous êtes quelqu'un d'heureux ou de particulièrement avantagé dans la vie, parce que la plupart des gens sont confrontés à des choix. C'est ce qu'on appelle en économie la rareté, la science de la rareté. Qu'est-ce qui se passe quand, dans ce bel univers où tout est lisse, tout est calculable, on est confronté à des risques, des incertitudes ou des controverses? Controverses étant définies par l'idée que coexistent dans la société deux visions de la même question qui ne sont pas franchement compatibles. Alors je ne résiste pas au fait de dire que vous savez qu'il y a quand même des tas de propagandistes qui sont payés très cher pour créer ou fabriquer des controverses là où il n'y en a pas. C'est un des moyens de faire reculer les décisions qu'on n'a pas envie de voir prendre. Il y a toute une littérature en sociologie là-dessus. Donc, risque, c'est quand il y a des probas, incertitude, c'est quand il n'y en a pas, controverse, c'est quand ça bastonne ouvertement. Donc, quand c'est que du risque, ben c'est facile, on remplace
les calculs précédents par du calcul probabiliste ou stochastique, et on arrive à la même chose. Dans ce cas-là, en général, la technique consiste à sous-estimer, enfin, plus c'est risqué, hein, plus les probabilités sont distribuées, l'écart type est important, plus on met une prime de risque qui est négative, hein, comme une prime d'assurance, c'est-à-dire en gros, vous préférez sûrement avoir 1000 qu'une chance sur 1000 d'avoir 1 million, enfin la plupart des gens préfèrent, sauf ceux qui jouent au loto, ils sont nombreux. Mais c'est ce qu'a dit la théorie. Et donc, l'équivalent certain, c'est moins que le calcul probabiliste plat. Et quand c'est non probabilisable, il y a plein de solutions et 50 ans de littérature, mais le critère le plus célèbre, c'est le minimax, c'est-à-dire on préconise de prendre la solution qui assure la meilleure situation dans le pire cas. C'est-à-dire la solution dont le résultat minimal dans les différents états du monde est maximal. C'est pour ça que ça s'appelle minimax. Bon, il y a plein de variantes, mais je ne vais pas y rentrer là non plus. Alors, j'ai essayé de comprendre ce que c'était que cette histoire de laisser faire, régénération, restauration, et en lisant, j'ai trouvé ce schéma assez simple dans les travaux de la Société française d'écologie, où on voit qu'on a une situation de base, et il y a une résilience, c'est-à-dire l'écosystème est plus ou moins capable de se restaurer tout seul, à un rythme qu'on va étudier au cas par cas, et on peut décider d'accélérer les choses par différentes techniques. Et donc la question qu'on se pose, c'est, du point de vue de l'économiste, c'est comment juger ces différentes trajectoires en flèche entière, en pointillé ou autre. Alors, je crois que il y a du temps qui est passé, je vais être sauté. J'étais très désarçonné par cette question parce que j'y avais jamais réfléchi. Quand j'ai cherché dans la littérature, j'en ai pas trouvé. Donc j'ai envoyé un mail circulaire à tous mes collègues économistes du labo en disant qu'est-ce que vous en pensez. Et voilà ce qui est revenu. Alors je vous le résume rapidement. Ils ont tous compris la question de travers parce qu'en revanche on travaille sur la séquence éviter, réduire, compenser ou des choses beaucoup plus finalisées mais liées au sujet. Et donc ils ont tout de suite réagi en me disant c'est bizarre ta question. La question c'est pas de savoir qu'est-ce qu'on fait, c'est de savoir est-ce qu'on refuse des projets ou est-ce qu'on accepte en faisant de la compensation. Et du coup la compensation est même suspecte d'être de la fake nature et donc que ce soit une arnaque, il vaudrait mieux être droit dans les bottes et pouvoir le refuser. En plus la restauration n'est pas toujours possible. Et puis le fait qu'on accepte l'idée qu'on va pouvoir restaurer, alors ça devient vraiment de l'économie. Si le coût de la destruction est plus faible, donc on est encouragé à détruire. Donc la restauration, la possibilité de la restauration, excusez-moi, rend la destruction socialement acceptable. Et donc, enfin, c'est un mécanisme normal qu'on trouve dans un certain nombre de cas. Et après, je ne sais plus où c'est passé, oui, ça doit être là. Tac, moi j'y arrive du premier coup. Oh, je connais François depuis très longtemps. On peut aussi penser qu'à partir du moment où la restauration ça prend du temps, on sait qu'il y a ce qu'on appelle la compensation par l'offre, c'est-à-dire des mécanismes dans lesquels des opérateurs se proposent de créer des écosystèmes restaurés au cas où on en aurait besoin pour compenser ailleurs, donc de la recréation d'écosystèmes, ce qui a en plus l'avantage compte tenu du délai et de la difficulté de rendre la compensation vérifiable que si la restauration a déjà commencé des années avant. C'est un peu plus sécurisant pour l'instance administrative qui doit valider ce choix. Et donc du coup, on obtient un système qu'on appelle oligopole ou même monopole, si on veut mettre les pieds dans le plat. C'est-à-dire, en gros, on va avoir quelqu'un qui a la possibilité d'offrir de la compensation et qui a le monopole pour proposer des steps de tel type à tel endroit. Et donc, il va pouvoir faire monter les prix, d'où des problèmes de spéculation qui ont déjà, paraît-il, un petit peu commencé. Donc, des choses un petit peu embarrassantes lorsqu'on essaie d'aller vers le bien-être de l'humanité. Alors même, il y en a un qui m'a dit, si on sait que ça va avoir lieu demain, que ça sera obligatoire, les gens vont dégrader tout de suite pour pouvoir être sur le marché demain de la restauration, enfin des choses un peu tordues. Alors qu'est-ce qui se passe lorsqu'on veut faire de la comparaison? Alors la question, comme ça, enfin, sans doute elle vous paraît banale, puis dans le fond quand on y réfléchit, elle est banale dans le sens qu'il s'agit de comparer trois options de choix, et vous avez vu que depuis des décennies, les économistes ont développé tout un appareillage qui permet de faire ce genre de choses. Alors, la première difficulté, c'est que pour comparer des scénarios, il faut les décrire complètement. Alors c'est là que ça se gâte, évidemment. Donc pour comparer vos deux scénarios, il faut que vous les décriviez en théorie jusqu'à la fin des temps, enfin en tout cas au moins très longtemps, quoi. Et ça déjà donc les collègues écologues nous disent on n'est pas tellement sûr, ça va être quand même quelque chose d'un peu approximatif.
Et par ailleurs, je vais essayer d'y revenir de façon opportune, c'est le cas de le dire, et simple. Il y a une grande notion en économie qui s'appelle le coût d'opportunité. C'est le coût de ce à quoi on doit renoncer pour faire quelque chose. Et là, en l'occurrence, c'est surtout par rapport au temps qu'il y a de la renonciation, parce que si on détruit, on va récupérer de la compensation dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, ou dans des siècles, si c'est une tourbière qu'on croit pouvoir reconstituer comme ça. Donc, la notion de coût d'opportunité va réapparaître une ou deux fois dans le raisonnement en disant c'est un peu compliqué de savoir vraiment ce qu'on perd quand on fait une option plutôt qu'une autre. Et donc, je vais essayer de répartir les distinctions dans 3 dimensions, le temps et l'incertitude, l'espace et ce que j'ai appelé des aspects qualitatifs, c'est-à-dire en gros, est-ce que ça marche bien ou pas bien. Donc dans le temps, on l'a dit, il faut comparer des scénarios, ce qui suppose de tout écrire et surtout de faire des choses réalistes. C'est-à-dire que si on veut décrire le scénario, il ne suffit pas de dire et on va avoir une solution. Vous savez, les économistes sont célèbres pour faire des calculs hypothétiques. Je ne vous raconte pas le genre de blague sur supposons une ouvre-boîte, mais certains la connaissent peut-être déjà. Enfin voilà, c'est en gros, le calcul économique a un peu tendance à supposer que la solution, une fois qu'on l'a caractérisée théoriquement, c'est bon, elle va apparaître. Une fois qu'on a transformé l'essentiel de la surface de la planète, ou en tout cas à l'échelle d'un pays comme la France, et depuis fort longtemps, l'intégralité de la superficie du pays, c'est bien joli de dire qu'on va faire de la régénération ailleurs ou de la recréation ailleurs. Encore faut-il que cet ailleurs existe, soit identifié, soit approprié, enfin disponible pour qu'on y fasse ce qu'on comptait faire. Et ça pose quand même une restriction importante aux rêves qu'on peut avoir. Il faut penser en permanence à cette idée de coût de l'inaction, de coût de ce qu'on ne fait pas. Le fait de ne rien faire peut avoir des conséquences coûteuses. C'est-à-dire le laisser faire, en termes économiques, c'est pas zéro partout. Parce que les coûts sont partis, donc il va se passer des tas de choses, et c'est ça qu'il faut faire. Et réciproquement, le coût de l'inaction marche dans les deux sens. C'est aussi le coût de ne pas restaurer, mais ça peut être aussi le coût de ne pas faire le projet. En permanence, il faut se ramener à la base de du scénario, qui est, mais c'est quoi la légitimité du projet qui va menacer les écosystèmes, avant de se demander comment on va les compenser. Puisque, comme le rappelle plus dans les textes que dans la réalité, la séquence éviter, réduire, compenser, la première ligne, c'est éviter de détruire. Et éviter de détruire, ça pourrait être aussi éviter de faire le projet. Je ne sais pas, des aéroports au nord de Nantes ou des choses intéressantes comme ça. Donc, les coûts, il faut les penser comme ça, en dynamique et en tenant compte de ce qui se passe par défaut, là où on n'est pas, là où on n'agit pas, mais où il se passe quand même des choses. Et par ailleurs, la question de l'adaptation, enfin la question des trois, dans les 3 scénarios, on doit se demander, il me semble aujourd'hui, dans quoi ces 3 scénarios sont adoptés à un contexte changeant. C'est un grand problème de l'évaluation économique, c'est qu'il y a une grande clause depuis 100 ans qui s'appelle ceteris paribus, et toute chose étant égale par ailleurs, parce que quand on compare des scénarios, on ne peut pas, pour savoir si on fait l'école à gauche ou à droite de la rue, se demander qu'est-ce qui se passe dans le sud de la Mandchourie. Bon, a priori, on suppose que ça n'a pas de conséquences. Si on a beaucoup de malchance, ça peut en avoir, parce que justement, l'enseignant qu'on va recruter, il va arrêter de faire son boulot là-bas. Donc, cette idée qu'on peut isoler et ne pas regarder ailleurs, c'est une hypothèse forte de l'évaluation économique, et là, on sent bien qu'elle risque d'être prise en défaut. C'est ça qui est un petit peu inquiétant, je me suis amusé en disant c'est ça l'anthropocène, mais c'est un peu l'effet que ça me fait, je vois ça un peu de Sirius en tant qu'économiste, mais à partir du moment où c'est le monde qui change, finalement on n'est pas en train de se demander quelle est la meilleure option par rapport à un monde stable, mais quelle est la meilleure option par rapport à un monde qui change. Donc dans les scénarios, c'est par rapport à ça qu'il faut les évaluer. Et donc, je vais dire plus loin, je ne sais pas si c'est écrit, qu'on peut peut-être penser que la recréation d'écosystèmes différents, on peut les dimensionner directement par rapport à ce qu'on imagine que seront des conditions stables dans 50 ou 100 ans. Donc ça peut favoriser, paradoxalement, une nature plus stable ou plus robuste à un échelon un peu éloigné. Et c'est ce que je mets à la fin.
Alors, qu'est-ce qui se passe si on essaie de regarder un petit peu donc, je ne sais pas si Harold Levrel, qui est un de vos profs, est venu, parce que ça, je l'ai piqué dans son mémoire d'HDR. Donc, je vous le dis. Il fallait que je fasse le même, comme il avait déjà fait, autant en profiter. Donc, voilà. Vous voyez, on a une situation de référence. Alors là, elle est mesurée en valeur de service écosystémique. Vous la mesurez en ce que vous voulez. Si vous n'avez pas l'économie, mesurez-la en intégrité des écosystèmes. Et si vous êtes très économiste, allez jusqu'à des euros. Mais voilà, on est dans un certain niveau, vaguement fluctuant. Et puis, il y a un projet qui menace considérablement ce niveau. Et donc, soit on laisse les choses faire, en se disant que peut-être ça finira par revenir à peu près où c'était, pas sûr, ou bien on agit de façon à récupérer beaucoup plus vite. Et donc à ce moment-là, on voit assez bien ce que va dire l'analyse économique, c'est que grand A étant beaucoup plus petit que grand A plus grand B, mais si le coût de la restauration est inférieur à grand B, visiblement, économiquement, ça vaut le coup d'investir dans de la restauration. Donc c'est quand même assez évident. Ce qui rend la chose compliquée, au-delà du petit schéma tout simple qui permet de le présenter, c'est effectivement le temps de l'actualisation, l'horizon de la décision et donc de l'actualisation, c'est-à-dire si le retour à l'équilibre se compte en décennies ou plus, bon, quelle certitude on a, et en plus que c'est suffisamment résilient pour revenir au point de départ. Donc le scénario est sans doute beaucoup moins simple que ce petit schéma. Après, d'après ce que j'ai lu d'écologie pour préparer ça, c'est-à-dire en gros superficiellement et de façon pas très compétente, on pourrait imaginer que la régénération naturelle est un meilleur potentiel adaptatif parce qu'elle va partir de ce qui était, donc ça va repartir de choses qui ont résisté à la pression, et à la fois, j'ai dit par ailleurs, ça pouvait être plus adapté au présent et moins adapté à l'avenir, donc on a un paradoxe un petit peu embêtant à gérer. Alors, si on veut intégrer la régénération, la reconstruction d'écosystèmes ailleurs, à ce moment-là, on voit qu'on compare la situation ici avec un ailleurs où on est en train de créer du service équivalent à ce qu'on a perdu là où c'est perdu. Et vous voyez que c'est important parce que pendant toute la période où on a eu ce manque-là, que ce soit le grand A ou le grand B, ce coût, il a existé. Donc, le principe de la compensation, c'est bien de créer un surplus ailleurs pour compenser le bilan strictement négatif qui est ici, quelle que soit l'unité dans laquelle vous le mesurez. Alors, évidemment, ça n'exclut pas évidemment de faire du mixte, comme toujours on est dans ce cas-là. Oui, je mettais à la fin, oui, et puis ne pas oublier que peut-être la solution, c'est de ne pas détruire. C'est quand même une solution à ne pas écarter d'emblée, surtout ici. Dans l'espace, qu'est-ce qui se passe? Donc effectivement, régénération et restauration sur place, la création ça se fait ailleurs. Si l'option de destruction est permanente, vous avez fait une autoroute, une LGV, un aéroport, un lotissement, un parking, c'est-à-dire en gros ce qu'on artificialise, ça a été rappelé ce matin à un rythme assez effréné depuis quelques décennies. Bien, la recréation ailleurs est la seule solution, il ne faut pas oublier ce détail. Et donc, on revient à ce que j'ai dit. Je savais qu'en faisant mes slides trop vite, il y a des choses qui allaient revenir plusieurs fois. Donc ça, je l'ai déjà dit. Et ça suppose aussi quelque chose, c'est que le rythme de recréation, ce qu'on envisage de recréer, se fait à un horizon raisonnable. Donc du coup, quand on est sur quelque chose qui se détruit, qui allait durer des siècles, on rentre dans une compensation en autre chose que la nature, qui va être soit d'autres services écosystémiques, c'est toujours dans la nature, mais ils seront différents de ceux qui étaient rendus, soit d'autres sources de bien-être que les populations concernées pourraient accepter en compensation, ce qui ouvre le débat vers des choses un peu préoccupantes, mais qui existent. Alors une autre dimension que les économistes aiment bien, c'est les externalités spatiales. Qu'est-ce que c'est qu'une externalité? C'est le fait que lors d'une transaction entre deux agents ou deux groupes d'agents, le fait qu'ils se mettent d'accord impacte les autres. Je vous donne un exemple très direct dans ce cas-là. Lorsqu'on a commencé à penser de compensation agricole, c'est-à-dire de dire pour compenser un endroit où on détruit des écosystèmes parce qu'on fait passer une autoroute, on va demander à des agriculteurs de changer leurs pratiques et de devenir plus écolos pour compenser en termes de services écosystémiques ou autres les pertes, eh bien, les agriculteurs, a priori, vont dire « mais moi, je suis ni le constructeur, ni l'utilisateur de la route, pourquoi ça me tombe dessus ?» Et d'ailleurs, vous savez que le syndicalisme agricole s'est quand même pas mal inquiété de ça, en demandant qu'il y ait aussi une compensation des pertes de terres agricoles, des choses où on pense qu'à la fin, il faut une paire de planètes en plus pour arriver à compenser au fur et à mesure qu'on veut que rien ne change.
Donc les externalités, c'est ça, hein, c'est le fait que ce qu'on fait a des impacts, crée des coûts et des pertes pour des gens qui n'étaient pas a priori concernés par le changement, mais qui vont l'être soit à cause des changements de la nature, soit à cause des changements institutionnels. Et donc, ça aussi, l'analyse économique doit le prendre en compte en tant que tel. Et donc, si les agriculteurs subissent des pertes de revenus ou autres, ça doit rentrer évidemment dans l'évaluation. Excusez-moi, j'arrive plus à parler. Là, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Ah oui, alors lorsqu'on recrée des écosystèmes ailleurs, il faut comprendre que du point de vue de la société, vous vous rappelez, en tant qu'économiste, on est totalement anthropocentré, les choses vont changer. C'est-à-dire, si vous compensez 50 hectares de chênaies dans un endroit par 50 hectares de chênaies ailleurs, peut-être que c'est à peu près le même écosystème, c'est à peu près le même sol et autres. En revanche, ce n'est pas les mêmes gens qui vont en profiter. Et si cette chênaie, elle est purée de l'eau qui va être dans une nappe, enfin là, tous les services écosystémiques qu'elle pouvait rendre, la nouvelle les rendra peut-être, mais pas aux mêmes personnes. Alors en plus, vous savez qu'il y a une petite tendance, c'est qu'on a tendance à détruire les écosystèmes dans des zones de pression urbaine, dans des endroits où finalement ils rendent beaucoup de services, et les compenser dans des déserts, parce que là ça coûte pas cher et ça embête personne. Mais évidemment, il y a beaucoup moins de gens qui bénéficient des nouveaux services qui vont être rendus. Donc, visiblement, en termes de services écosystémiques, on a une perte, puisque la valeur des services dépend du nombre de bénéficiaires. Si ce nombre est divisé par 10 ou par 100, évidemment, la valeur a considérablement baissé. Donc ça, c'est à peu près fait. La dimension... Bon, alors évidemment, je conclue sur ce que j'ai mis depuis le début, difficulté de chaque fois de tout prévoir, tout chiffrer. Enfin, je pense que dans mon exposé, vous comprenez d'abord que je n'étais pas complètement à l'aise et sincèrement naïf, c'est-à-dire j'ai un peu découvert la question en m'y intéressant. Et donc j'ai fait un exposé à deux vitesses qui d'un côté présente le cadre général qui existe depuis 100 ans, donc il ne va pas changer, et d'autre part tous les problèmes que j'ai imaginés qui allaient être rencontrés si on voulait l'appliquer à cette question-là, ce qui à ma connaissance n'a jamais été fait. Il y a peut-être un sujet pour s'y mettre. Alors sur la qualité, c'est 3 points en vrac qui ne rentraient pas dans les précédentes, alors je les ai mis là. Premièrement, je me suis dit que, a priori, la régénération naturelle devrait coûter moins cher, mais va plus lentement que ce qui est aidé, la restauration ou la recréation. Donc on se retrouve du point de vue de l'économie entre un trade-off avec plus de services ou plus vite du service, ou plus intensément du service. Et donc ça c'est typiquement du calcul économique où on va se demander qu'est-ce qu'on perd, qu'est-ce qu'on gagne en faisant des choses plus vite mais moins bien, ou sur plus de surface et autres. Un autre point qui n'a rien à voir avec le précédent et que j'ai trouvé un petit peu dans la littérature, c'est que l'ingénierie écologique, pendant qu'on l'opère, elle a des aspects négatifs. Donc j'ai trouvé l'expression de l'écologie au bulldozer, qui visiblement était l'idée de qualifier négativement cette pratique. Voilà, on va arriver, on va essayer de mettre en place des choses en puissance. Est-ce que ça va ressembler à un écosystème naturel? J'ai vu les exposés de ce matin, oui, peut-être au bout de quelques décennies, et si c'est bien fait, peut-être un petit peu plus vite, mais pendant toute la période, il y a une perte au moins paysagère ou d'agrément ou autre. Et à partir du moment où on régénère, où on recrée, combien de temps ça met pour retrouver de l'autonomie? Il se trouve que j'habite pas très loin du canal du Midi, que j'ai parcouru en plus cet été. Vous savez peut-être que dans toutes les plantations qui étaient autour, des maladies se sont propagées, parce que c'est comme les trames vertes et bleues, ça véhicule tout, y compris les problèmes. Et donc, ils sont en train de reboiser tous les abords du canal du Midi, qui fait quand même 250 km. Bon, financièrement, ça a l'air d'une catastrophe assez grave quand on voit ce que demandent les bureaux d'études pour replanter quelques dizaines d'arbres, et il en faut des dizaines de milliers. Donc ça m'a beaucoup fait réfléchir sur au bout de combien de temps ça peut se passer tout seul quand on commence à faire de l'ingénierie localisée. Alors évidemment, les exemples de ce matin avaient l'air de marcher beaucoup mieux, mais celui-là ne m'avait pas du tout convaincu. Alors, vous comprenez la difficulté d'intégrer toutes ces dimensions, mais je suis sûr que j'en ai oublié plusieurs, et peut-être même des importantes, dans un cadre intégrateur qui à la fin permet de nous ramener aux hypothèses de départ. On va avoir des valeurs et on va les comparer.
Donc, la première question qui me semble se poser, c'est enfin, je l'ai mis au début et à la fin, c'est le pilotage Le pilotage de l'écosystème, c'est sans doute l'idée de le mettre plus en fonction de nos attentes. Donc ça, c'est le discours qu'on a là depuis ce matin. C'est en gros, est-ce qu'il faut transformer les écosystèmes pour qu'ils nous rendent plus de services? Donc une nature plus qu'anthropisée, une nature mise à notre botte de la même façon que depuis le néolithique, une partie de la nature est devenue agricole. L'agriculture et toute une autre partie va remplir les autres services dont on a besoin. Donc il n'y aura plus des forêts profondes, il y aura des forêts où aller se promener en famille, il y aura plus, enfin voilà, une ingénierie totale de la nature ou de la planète. On peut quand même se poser la question de savoir si dans le moyen terme, qu'est-ce qui est le plus stable? Et comme je suis plus du tout écologue, j'ai beaucoup de mal à me le demander. J'ai donné plein d'éléments depuis tout à l'heure, mais je n'arrive pas à avancer sur cette question. Qu'est-ce qui est plus stable entre laisser faire, restaurer sur place ou créer des écosystèmes ailleurs? Je trouve qu'il y a j'imagine qu'il y a des réponses contextuelles. Dans certains cas c'est un, dans certains cas c'est l'autre. J'imagine pas qu'il y ait une réponse générale à cette question un peu inquiétante. Alors, là, je me suis un peu trompé. Enfin, l'idée, c'est à partir du moment où les choses sont effectivement en ingénierie et contrôlées, on pourrait imaginer que ça accroisse la prévisibilité. Donc, du point de vue de l'analyse éco, ça va avoir un meilleur bilan simplement par le fait qu'on a un meilleur contrôle. Donc, une espèce de paradoxe qui fait que le fait qu'il y ait du contrôle va améliorer le bilan économique parce qu'il y a du contrôle. Ce qui est un peu le sapin qui se mord la queue. Mon prochain slide, c'est la conclusion. Je vois que Nathalie s'inquiète. Donc voilà, je pense que les trois derniers points sont en fait un même point avec trois phrases différentes. C'est en gros, si on artificialise, si on fait des choses qui est l'apparence de la naturalité, mais qui sont en fait sous contrôle, eh bien, les questions qui se posent, c'est est-ce que c'est aussi bien? Est-ce qu'on est vraiment capable de le faire? Et est-ce qu'on peut faire autrement? C'est ça les trois dimensions. Finalement, on est peut-être condamné parce que si on ne le fait pas de façon volontaire, de toute façon, on le fait de façon involontaire. Mais ce débat, visiblement, a été déjà instruit par des gens qui avaient plus réfléchi à la question que moi. C'était dans les exposés précédents et notamment le vôtre. Donc, pour conclure et en espérant avoir évité les gaffes trop énormes, il me semble qu'on peut ramener ce que j'ai essayé de raconter en le ramenant vraiment à la façon de l'économie voit les choses à trois grande question. D'une part, quelle est la légitimité d'une approche anthropocentrée? Je pense que le principal danger lorsqu'on est dans la pratique, c'est de se centrer directement sur des enjeux bien connus et de court terme. C'est-à-dire, on va avoir la maîtrise et donc on fait quelque chose à une échelle de 20 ans, une échelle courte pour la vie d'un écosystème, et on va négliger les effets à long terme d'instabilité ou d'inadaptation. Mais réciproquement, et ça a été le débat, c'est sans doute difficile d'y échapper. C'est-à-dire finalement, alors quand je dis anthropocentré ou anthropogénique, comme ça dit ce matin, c'est-à-dire un élargissement de la vision, où sont les intérêts des hommes, mais une vision suffisamment élargie pour que ça consiste aussi, pour permettre, comme dans les modèles les services évosystémiques qu'évoquait ce matin François, c'est-à-dire il faut aussi, si on veut vraiment voir les intérêts bien compris de l'humanité à long terme, aussi préserver un potentiel d'adaptation de la nature à des choses qui ne sont pas prévisibles. Deuxième limite de l'approche économique, l'utilitarisme. Est-ce que c'est bien raisonnable de mesurer la façon dont on agit sur la nature sur un critère de strict utilitarisme? Eh bien, ce qui est sûr, c'est que les enjeux de conservation mettent en jeu de multiples valeurs qui ne sont pas toutes utilitaristes, c'est assez sûr. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que depuis 40 ans, la notion même d'utilitarisme s'est largement élargie. D'abord parce qu'il y a par exemple des auteurs qui intègrent un utilitarisme des non-humains, l'intérêt des animaux ou autre, et d'autre part, parce que même dans l'anthropocentré, on a trouvé des ruses pour réintégrer dans le cadre utilitariste des choses qui étaient radicalement non utilitaristes, comme les valeurs d'existence, les valeurs de legs, des choses qui ne rentrent pas évidemment dans une utilité étroite, mais qu'on arrive à y faire rentrer, histoire de ne pas mourir idiot. Enfin, quels sont les intérêts et limites d'une approche unidimensionnelle, puisqu'à la fin, vous avez compris que si on met tout dans un seul indicateur et en plus en monnaie, on a 4 vers sur 6, donc 6 c'est mieux, on prend le 6. Eh bien, trois dernières remarques. Premièrement,
de mon expérience, les gens ont tendance à fuir. C'est pénible d'avoir à faire des choix. Et donc, immanquablement, la première réaction qu'on provoque chez les gens quand on en parle, c'est de dire il n'y a pas de choix à faire, on va s'en sortir autrement, on va bricoler, on va éviter ça. Alors il y a peut-être des cas où c'est vrai, mais je pense que ce n'est pas raisonnable d'avoir comme position générale, on peut éviter de faire des choix. Deuxièmement, est-ce qu'il faut mesurer ces choix en monnaie? C'est un vrai problème, parce qu'au-delà du fait que la monnaie, on peut la voir comme une unité de mesure plus ou moins neutre qui n'a pas tous les défauts qu'on peut avoir à la monnaie, on sait qu'elle suscite la défiance. J'étais vendredi à un autre colloque où un monsieur grec, je ne sais pas quelles étaient ses responsabilités, a passé toute son intervention en disant qu'il fallait évaluer économiquement mais sans monnaie. Je n'ai pas du tout compris ce qu'il voulait dire, mais il l'a répété pendant 20 minutes, donc visiblement ça lui faisait mal, quoi. Il y a un très bon bouquin de quand j'étais étudiant d'Aglietta qui s'appelle Violence de la monnaie et qui explique que la monnaie contient la violence aux deux sens du terme contenir, c'est-à-dire elle la contient parce qu'elle la porte dans les rapports de force et autres, mais elle la contient comme on retient quelque chose qui va vous tomber dessus, et donc elle fait les deux. Et donc, si vous tombez sur le fait que... l'intérêt de la monnaie, c'est quand même que ça ramène à une commune mesure avec les choix autres, où on sait mesurer l'utilité et l'intérêt des gens. Donc voilà, il ne faut peut-être pas être trop paranoïaque. Maintenant, si on trouve mieux, il ne faut pas s'en gêner. Et le dernier point, c'est que vous avez compris, en tout cas dans mon exposé, que les économistes vivent avec un mythe fondateur qui est le mythe du décideur. Alors parfois il y en a plusieurs, hein, quand on fait de la théorie des jeux, il y a plusieurs décideurs, des stratégies, mais il y a toujours un lieu d'intégration de tous les enjeux et qui à la fin fait ses additions, fait ce qu'il faut, fait son calcul et fait un choix. Et je pense que s'il y a quelque chose à remettre en cause, c'est ça. C'est-à-dire que ce mythe du décideur, ça ne correspond peut-être pas à la réalité de comment on prend les décisions dans nos sociétés, qui de plus... Vous savez, les sociologues de la décision, il y a très longtemps, il y a un bon bouquin de Lucien Sfez là-dessus, qui dit le lieu de la décision est vide. Hein. Quand on est sociologue ou politique, c'est qu'on cherche où est-ce que cette décision a été prise. Tout le monde dit que c'est dans le bureau à côté. On ne trouve pas où la décision a été prise. Hein. Quand j'avais 20 ans, Raymond Barre disait « Je fais la seule politique possible ». Il y en a plein qui l'ont pas dit aussi clairement que lui. Voilà, on ne veut pas décider parce que ça fait mal et en plus si ça ne marche pas, ça sera votre faute. Donc concrètement, la façon dont nous faisons les choix dans la société se fait de façon beaucoup plus molle, complexe, à travers des processus. Et c'est sans doute là-dedans qu'on peut essayer de progresser pour avoir une vision plus riche de la façon dont on peut hiérarchiser les choix en respectant plus ou moins les différents points que j'ai évoqués, mais en étant plus proche de ce qui peut réellement aider les processus décisionnels à avancer. Je vous remercie.